Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lyon Politique. On va décrypter l'actualité lyonnaise de la semaine avec autour de la table le journaliste Raphaël Ruffier-Foussoul, la fondatrice du Lab des idées publiques et de l'équipe des Lyonnes, Alexandra Carras-Cézéli, l'ancien journaliste Slim Mazni et le conseil municipal de Vénissieux, Farid Ben Moussa. Bonjour à tous. Bonjour Alexis. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, Pierre Oliver, les ZFE et les coupes budgétaires à Lyon. On l'attendait depuis un moment, c'est désormais officiel. Pierre Oliver est candidat à la mairie de Lyon. Le maire du 2e arrondissement s'est lancé alors que Lyon n'a que le nom de Jean-Michel Aulas à la bouche. Et l'élu LR a décidé de jouer une carte étonnante qu'il s'était jusqu'à présent interdit de jouer, celle de casser tout ce qui a été fait par les écologistes s'il était élu, rouvrir aux voitures des routes piétonnisées, annuler la ZTL, annuler des subventions à de nombreuses associations. Est-ce que c'est une bonne stratégie dans une ville qui est réputée modérée, voire de gauche ? Alexandra. Je ne suis pas tout à fait d'accord, il n'a pas changé de stratégie. Pierre Oliver, il avait commencé le mandat, forcément dans l'opposition, forcément dans une posture pas facile, en attaquant sur les questions de sécurité. Et puis, il a dénoncé quand même régulièrement les subventions à des tas d'associations, plus ou moins folkloriques d'ailleurs, il faut le reconnaître. Donc finalement, là, il fallait qu'il marque aussi son précaré, il fallait qu'il marque son territoire. La candidature peut-être pressentie, présumée, on ne sait pas trop, de Jean-Michel Aulas, précipite peut-être un peu son calendrier, mais il fallait évidemment qu'il fasse connaître ses intentions, même si tout le monde le sait que c'est pas non plus un grand secret. Raphaël ? Il fallait qu'il réagisse parce que tout le monde l'enterre un peu, hein. Même à droite, tout le monde dit aujourd'hui, si Jean-Michel Aulas y va, il faudra qu'il se range derrière. Alors, lui dit l'inverse, espère que Aulas se mettrait derrière lui, donc il fallait effectivement qu'il réagisse. Après, ce qu'on voit là, c'est qu'il a travaillé 5 ans sur un projet et pour l'instant, à part remettre des voitures dans les zones piétonnes, on n'entend pas grand-chose en termes de propositions, en termes de souffle, en termes d'initiative. Donc il a sans doute dû précipiter son agenda. Son projet, apparemment, il n'est pas prêt. Il n'a sans doute pas eu le temps de le préparer ces 5 dernières années. Slim, en termes de stratégie politique, de se réveiller maintenant, il a été forcé un peu, hein. Il a été forcé par la sortie de Jean-Michel Aulas, ce qui règle rien à droite d'ailleurs, hein, parce que la sortie de Jean-Michel Aulas, c'est pas une clarification. On voit bien avec l'inflation des candidatures, on voit bien qu'à droite, ça ne résout rien, la candidature d'Aulas. Pour Pierre Oliver, moi je rejoins Raphaël, ce qui est étonnant dans l'interview dans Le Progrès, c'est qu'il n'y a rien. C'est le vide abyssal, il n'y a pas de projet, à part contester les écolos, en expliquant que tout ce qui a été fait, finalement, il reviendra sur l'essentiel du projet des écolos. Je ne vois pas bien le projet de Pierre Oliver. Ce qui est préoccupant pour quelqu'un qui a trusté la place de premier opposant, voilà, ça, il faut au moins lui reconnaître ça sur les 5 dernières années. À la fin, on ne voit pas bien le travail qui a été fourni pendant 5 ans pour élaborer le projet, pour engager Lyon dans les 10, 15, 20 prochaines années. Et ça, on ne le voit pas dans l'interview qu'il a donnée au Progrès. Vous dites que c'est rien, c'est toujours un peu plus que ce que Jean-Michel Aulas dit, qui lui fait des constats. Mais ils disent tous la même chose, en fait. C'est-à-dire, il y a trop de travaux, la voiture ne peut plus rentrer dans Lyon, ils disent tous la même chose. Oliver, comme Aulas, comme d'autres. Donc en fait ça ne fait pas un projet, voilà, c'est tout. Et donc aujourd'hui la candidature d'Oliver, elle est à droite, il n'a pas le leadership et c'est pas avec ce type de proposition qu'il est en capacité d'imposer un leadership. Farid ? Pierre Olivier n'a pas réussi à s'imposer comme candidat naturel de la droite, ni du centre, ni de rien du tout, quoi. C'est un bébé Wauquiez. Wauquiez lui-même, il est en pleine perte de vitesse sur la région lyonnaise, sur la métropole. On a vu avec l'élection pour la tête de liste des métropoles pour la droite, où il poussait un candidat et au final, c'est la maire de Sainte-Foy-les-Lyons qui a gagné. Je vois Gascon, je vois les autres, un petit peu tous les maires de droite qui sont autour de chez nous, qui commencent à tirer un petit peu sur Wauquiez. Donc Pierre Olivier, c'est un bébé Wauquiez. Il est en train de s'écrouler comme son mentor. Et c'est vrai que, je sais pas, moi je ne les connais pas les propositions de Pierre Olivier. Là, il fait des constats, un peu comme Jean-Michel Aulas, sur la ville qui est mal gérée par la gauche. Il n'a pas tort, hein. C'est mal géré, il y a de la sécurité, on ne peut pas rouler. Mais c'est vrai que, qu'est-ce qu'il va faire ? Tout casser, tout remettre à zéro, j'y crois pas une seconde, hein. Donc, on va voir. Vous dites du mal de lui, mais je pense que ce qui l'agacera le plus quand il vous écoutera, c'est que vous ayez écorché son nom, Pierre Oliver. Je me permets de simplement rectifier. J'ai dit quoi, Olivier.
Non, mais à sa décharge, aujourd'hui, à 1 an des élections, personne n'a de projet. Hein. En fait, il y a 2 calendriers parallèles. Il y a Celui des des élections, Colomb avait des projets avant Il de y a gagner, celui des candidats potentiels, c'est-à-dire qui veulent se faire connaître parce qu'ils veulent marquer un territoire. On n'en a pas parlé, mais on peut peut-être en parler. Mais Nathalie Perrin-Gilbert a annoncé aussi sa candidature la semaine dernière. Donc c'est normal, c'est le moment où les gens se déclarent. Ils commencent un peu à esquisser les grandes lignes de leur projet, mais ça va durer 1 an, donc ils ne peuvent pas tout dire d'un coup. Et puis il y a les attentes des Lyonnais. Et les attentes des Lyonnais, elles n'arrêtent pas de se manifester, de se remanifester. C'est de dire, en fait, avant d'avoir le casting, nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est quelle vision, et c'est là où je vous rejoins, quelle vision vous avez pour la ville, quel projet à 10 ou 20 ans. Moi, je suis d'accord pour dire qu'on n'est pas là au stade d'avoir un programme défini avec toute une série de propositions. Mais le sujet de la vision, il compte. Et aujourd'hui, personne n'exprime de vision. Ni Aulas, ni Oliver, ni Perrin-Gilbert. D'ailleurs, Perrin-Gilbert, quand elle annonce sa candidature, elle dit peu ou prou la même chose que la droite, c'est-à-dire j'arrêterai les travaux et j'apaiserai la relation avec les Lyonnais. C'est à peu près ce qu'elle dit. Mais oui, c'est normal. Ils le disent tous. Ils entendent Oui, mais que les Lyonnais disent. Je veux bien. Et au moins, eux les écoutent. Parce que pour l'instant, le maire les écoute pas vraiment. Les Lyonnais, c'est peut-être aussi le problème. Je veux bien, mais à un moment donné, le sujet de la vision que l'on pose, c'est-à-dire quelle est la différence fondamentale avec l'équipe en place, ça, on ne l'entend pas. Et je pense que si justement il n'y a pas une candidature qui se détache, c'est parce qu'en fait ils sont tous à l'horizontale, c'est-à-dire ils sont tous à peu près au même niveau, ils disent tous la même chose. Il y a une candidature qui se détache. Jean-Michel Aulas, on parle que de lui en ce moment. Il se fait même lui des sondages, mais des sondages pour dire que c'est la seule possibilité pour que la ville puisse permuter à droite, au centre. Vis-à-vis de lui, si, il y a une candidature qui se dépasse, et tant mieux, hein, parce que franchement, avec... Farid, c'est nous qui parlons de Jean-Michel Aulas, c'est le petit microcosme lyonnais. Ah non, Ah moi, tout le monde autour de moi me parle de Jean-Michel Aulas. Mais les Lyonnais, ils ne parlent pas de Jean-Michel Aulas. Si, bon ils en parlent mais tout le non, temps. non, c'est le petit microcosme. Et d'ailleurs, si la candidature de Jean-Michel Aulas était une évidence, on n'aurait pas ce match-là à droite, y compris Vincent Day dans une interview dans un journal. Il ne dit pas qu'il sera candidat à Rieux, il maintient le flou. Donc, en fait, il y a d'autres candidatures à droite. Oliver a été obligé Il n'y d'accélérer. a pas de match à droite. Gascon, il a dit qu'il se mettait derrière Aulas. Monty, elle disait qu'elle se mettait... Mais ils sont tous déjà tous en train de se ranger Oliver derrière. est sorti pourquoi? Et Oliver, parce qu'il pèse rien du tout, le pauvre homme. Et par ailleurs, Vincent Day maintient le flou sur une candidature potentielle à Lyon. Donc, en fait, la candidature d'Aulas règle rien. Et moi, je ne sens pas les Lyonnais excités à l'idée que Jean-Michel Aulas est candidat. Voilà. Ah, vous pourriez être surpris, on n'a peut-être pas les mêmes C'est raisons. étonnant, on n'a pas les mêmes personnes. Hein. Vous n'avez pas cité Béatrice de Monti, qui pour le coup elle est peut-être la seule à vraiment faire campagne depuis un certain temps, à remplir des salles. Alors on n'est pas non plus pour l'instant encore sur un projet bien incarné, mais non, mais elle travaille sur le fond. Au moins il y a un travail. Oui. C'est vrai qu'on l'a pas vu du côté Oliver. Je reviens un peu à ce qui a été dit sur ces bébés Laurent Wauquiez. C'est-à-dire qu'on pensait que Wauquiez, effectivement la tête de la région, avait impulsé des candidatures jeunes à droite, plutôt charismatiques, bons communicants, qui pourraient être porteurs de quelque chose. Et en fait, le sentiment qu'ils donnent, c'est qu'ils appliquent les recettes de communication de Laurent Wauquiez, un peu des ficelles qui marchent bien, hein, qui font des tweets, qui font des relais. Mais sur le fond, je trouve que ça les a rendus un peu paresseux. Et que du coup, on n'entend pas beaucoup de propositions. Et quand on arrive aussi pour Laurent Wauquiez, je pense que c'est un problème aujourd'hui, c'est que de quoi est porteur Laurent Wauquiez pour la France ? On l'entend sur la sécurité, les impôts, d'accord. Mais le projet pour le pays, on ne l'entend pas bien. Pareil pour Pierre Oliver, aujourd'hui, on n'entend pas le projet pour Lyon. Je le disais tout à l'heure, on est quand même, même si on a un an, on savait très bien ce qu'incarnait Gérard Collomb en 2020. Il y avait une volonté, effectivement, d'aller vers plus de rayonnement d'une ville qu'on avait marre de la jouer modeste. Oui, et on sait ce qu'incarne Grégory Doucet. Et à l'inverse, il y avait une volonté d'être dans la qualité de vie, parce que l'attractivité, à un moment donné, pour les Lyonnais, ne se traduit pas forcément en qualité de vie. Donc là, on comprenait un peu les prises d'opposition avant que ça se détaille en projet. Là, pour moi, j'ai l'impression que la droite fait un peu la même erreur qu'à 1 an des municipales de premier mandat de Gérard Collomb, où on était dans les travaux, où il y avait une certaine grogne, où il y avait une vraie inquiétude du côté de Gérard Collomb, c'est à ce moment-là d'ailleurs où il a commencé à vraiment à connaître un certain nombre de dérives autoritaires. On se souvient aussi ça avait pu être vis-à-vis de la presse. Donc ça a été ce moment un peu de panique du côté de Collomb, et où Perben est arrivé et s'est dit, en fait, les Lyonnais sont en colère, ils n'aiment pas les travaux, ils en ont marre que les berges de plus pouvoir se garer. J'arrive, je vais remettre les voitures sur les berges. Un an après, il était balayé.
Oui, Perben a joué la carte du ministre quasiment d'État face à Collomb, qui à l'époque n'était pas le Collomb qu'on a connu sur la fin. Collomb, c'était un petit maire sur le premier mandat. En tout cas, vu de Paris, c'était pas le maire qui l'a fini par être. Hein. Vu de Paris. Vu de Paris. Pardon, vas-y. Pardon. À ceci près que la ville n'est pas du tout dans le même état. C'est-à-dire que là, c'est un chaos généralisé. Enfin, il n'y a pas une rue où il n'y a pas un travaux qui est commencé, qui n'est pas terminé, et où on sent bien qu'il y a une envie, une dimension de changer les choses de manière radicale, pour le meilleur peut-être, mais sans doute pour le pire aujourd'hui, pour ce qui est des commerçants et des habitants. Parking des quais, c'était quelque chose. Hein. Il y avait quand même énormément Oui, de... Une zone. Une Là, zone, là, Elle est grande cette zone, le long toute de la ville. Rhône. On a quand même Elle est vu pas la petite cette zone. Et différence. Hein. là, on va de quand même la la vue des Frères différence, hein. Lumière jusqu'à la C'est Presqu'île, une en zone qui passant s'étale par sur la 3 Grande arrondissements, Moulin. hein, c'est pas Enfin, non je veux plus- dire là, le dimensionnement. Il y avait mais la tout part le monde le bleue, dit. il y avait... Non, les À travaux, telle c'était enseigne important que à la l'époque. préfète et le directeur général de la police ont quand même rappelé hier sur une antenne concurrente à celle-ci que les services de secours mettaient dorénavant trop de temps parce qu'ils étaient bloqués dans les bouchons. Enfin, quand à ce stade, à cause des travaux, quand ça devient à ce niveau-là et qu'on tire la sonnette d'alarme, c'est que manifestement, aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a un problème. À l'évidence, il y a un problème de coordination, de gestion, de planification, de vision de la politique qu'on est en train de mener. On a voulu aller très vite, très loin, très fort. Je pense que le doseur, enfin le curseur est allé vraiment hyper loin et que là, on est en train de tous en payer les conséquences. Et je pense que ça va forcément avoir des répercussions sur la campagne et sur la vision Oui, qu'en auront les candidats. En fait juste, quand les Lyonnais devront choisir, ils vont choisir en fonction des projets. Et le projet qui consiste à dire, on est d'accord avec les écolos, mais ils vont trop vite. Quand on sera sorti de la période des travaux l'année prochaine, je ne vois pas son avenir électoral. Ou le projet consiste à dire, les écolos ont fait se sont trompés, on va faire l'inverse de ce qu'ils ont fait. Je ne vois pas son avenir non plus d'un point de vue électoral. On est à 1 an. Aujourd'hui, il faut commencer à inspirer un projet en fait pour une ville. C'est quoi un projet alternatif à celui qui est porté par les écologistes? C'est quoi un projet de droite, de centre pour un centre-ville urbain aujourd'hui? Pour ça, je ne sais pas. Et alors, on va conclure sur le sujet, mais dernière question sur ce thème-là. On voit que Pierre Oliver, il va fort, hein, il parle de sécurité, il parle d'arrêter des dépenses inutiles, il parle de casser tout ce qui a pu être fait par les écologistes. D'ailleurs, les écolos le qualifient un peu de trumpiste dans ses manières. Est-ce qu'il y a un espace aujourd'hui à Lyon pour une droite dure dans laquelle s'engouffre un peu Pierre Oliver, en tout cas dans sa communication? Moi, je ne pense pas qu'il essaie de prendre un espace. Je pense qu'il essaie simplement d'exister. Là, en ce moment, il voit qu'il y a une vague vraiment importante sur Jean-Michel Aulas. Il voit que tous les autres candidats de droite qui pouvaient sortir sont en train de se rallier à Jean-Michel Aulas. Là, il est en train de dire j'existe, je suis ici, ça fait 5 ans que j'essaie de faire quelque chose, de faire les unes des journaux, etc. Je suis là. Et il est simplement en train de dire là, et en fait, c'est quelqu'un qui se noie et qui secoue le bras au-dessus de l'eau. Je vois pas autre chose. Hein. Oui, mais est-ce que c'est un bon calcul politique de revendiquer sa droite Il est même plus dans un calcul politique, là. Si aujourd'hui, Jean-Michel Aulas, il n'existait pas, il aurait préparé quelque chose. Aujourd'hui, il est en train de crier. Je vois pas autre chose. Il crie ce qu'il a dans la bouche, mais il n'a pas d'idée. Il crie. Ce que tu décris, Alexis, par rapport à Pierre Oliver, c'est Oliver, il incarne les problèmes de la droite LR. C'est-à-dire que l'espace de la droite LR, y compris au niveau national, il s'est réduit. Il s'est réduit, d'ailleurs, au bénéfice de l'extrême droite et du Rassemblement national. Et d'ailleurs, le problème de Laurent Wauquiez, puisque c'est un bébé Wauquiez, comme tu le disais, Farid, le problème de Laurent Wauquiez, c'est que son espace se réduit précisément parce que, depuis longtemps, il court derrière l'extrême droite et qu'en fait, la droite LR sera bougrie, son espace électoral sera bougri au profit de l'extrême droite. Et Pierre Oliver, à Lyon, il a exactement le même problème. C'est-à-dire que ce qui dit la sécurité, cette espèce d'incantation de la droite dure, etc., est-ce que ça a un espace à Lyon? Moi, j'y crois pas. Parce que justement, ce qu'attendent les Lyonnais, c'est une vision pour la ville, c'est un projet alternatif, et c'est surtout le rôle que doit jouer cette ville dans sa région, mais à l'échelle du pays. Et ça, on ne l'entend pas du tout. Et d'ailleurs, on ne l'entend pas non plus, je le dis, du côté des écolos. C'est-à-dire, quelle fonction joue cette ville? Marseille, on voit bien ce qu'est en train de faire Marseille. C'est-à-dire, c'est une ville qui s'affirme dans la Méditerranée, qui devient une vraie capitale. Le fait d'avoir été capitale européenne, ça l'a aidé, ça l'a poussé, etc.
Le rôle de Lyon aujourd'hui, c'est quoi? Et ça, ni à droite, ni à gauche, on l'entend. Et Pierre Oliver, en jouant la droite dure, la droite qui est ferme sur la sécurité, et d'ailleurs, sur la sécurité, on ne voit pas bien ce qu'il propose, à part remettre des caméras de vidéosurveillance, il y en a déjà beaucoup. Bon, il n'y a pas suffisamment. Il y en a dans le nombre déjà, d'habitants. non, mais il y en a déjà beaucoup. Et recruter des policiers aussi. On peut remettre des caméras. Par ailleurs, moi, j'observe juste un truc, c'est quand même, on parle des travaux, etc. Comme le disait Raphaël, les travaux sous l'ère Collomb, il y en a eu beaucoup. Les écolos, ils font quoi? Il y a eu les berges du Rhône sous Gérard Collomb. Ils ont entamé la transformation des berges du Rhône de l'autre côté, c'est-à-dire rive droite. Il n'y a pas de changement, en vérité, par rapport à ce qui a été fait sur les 20 dernières années. L'apaisement de la ville, il a commencé dans les années 90 avec le tramway qui a déjà évacué une partie des voitures de l'espace public. Et donc, cette politique-là, elle est conduite depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on fait des lignes de tramway, ça fait 30 ans qu'on fait des pistes cyclables, ça fait 30 ans qu'on aménage les berges des fleuves dans cette ville. Et en fait, il n'y a pas de transformation radicale. Sur la méthode, sur la planification, je te rejoins. C'est-à-dire qu'il y a sans doute un problème. Ils n'ont pas vu le problème arriver, c'est-à-dire des travaux partout, tout le temps, et à un moment donné, ça devient un sujet. Pour revenir sur Oliver, son espace politique, c'est un problème consubstantiel à la droite d'aujourd'hui, à la droite LR, qui n'arrive pas à trouver son espace politique compte tenu de ce qui se passe, surtout du côté de l'extrême droite. Mais tout le monde a le même problème, parce que l'EPS a le même problème avec LFI à ce compte-là. Quand on parle d'espace politique, c'est la même chose. Tout le monde a réduit son spectre. Pourquoi? Parce que les partis politiques aujourd'hui n'incarnent plus pour les habitants un renouvellement, une source d'idées, etc. Et donc en fait, tout le monde est un peu coincé. C'est aussi pour ça que la candidature potentielle d'un Jean-Michel Aulas, elle fait tant parler. Parce que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui a vraiment peut-être une ambition avant tout pour sa ville, plutôt qu'une posture politicienne ou une posture pour avoir un siège. Parce que je pense que Jean-Michel Aulas, si on peut lui reconnaître un truc, c'est que je pense qu'il s'en fout complètement d'avoir un siège à la mairie. C'est pas ça le projet. Donc il va peut-être faire des propositions. On va voir d'ailleurs s'il va y aller ou pas. C'est déjà un vrai sujet. Donc effectivement, Pierre Oliver, il faut qu'il ait un espace politique. Il fait comme les autres, il essaie de le créer et il essaie aussi de rappeler qu'il était là pendant les 5 dernières années à jouer le rôle de l'opposition. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu la voix de l'opposition. Donc c'était important, je pense, pour lui de le rappeler. Il n'a pas d'autre solution. Oui, mais si on ne l'entend pas beaucoup, c'est qu'il est faible, en fait. Il est faible sur le fond, il est faible dans l'incarnation. C'est jamais facile d'être dans le rôle de l'opposition. Tout le monde le voit dans n'importe quel exécutif. Y compris le leadership local sur la droite locale, il n'arrive pas à le préempter, le leadership sur la droite locale. C'est pareil à la région. À l'inverse, la gauche a beaucoup de mal à préempter le leadership de l'opposition. Oui, c'est normal. Là, on parle de Lyon. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est le jeu des exécutifs. Quand vous êtes dans l'opposition, c'est toujours extrêmement compliqué de faire entendre sa voix. C'est malheureusement le jeu. J'existe bien, Vénitieux. Allez, je vous propose qu'on passe à notre deuxième sujet qui concerne ce coup de théâtre survenu mercredi avec un vote des députés en commission pour la suppression des zones à faible émission. Alors c'est encore loin d'être fait, parce qu'il faut aussi passer par l'Assemblée, par le Sénat, mais sur les réseaux sociaux ou à la machine à café, de nombreux Lyonnais se languissent déjà de dire adieu à la ZFE. Raphaël, toute l'Europe a des ZFE et la France pourrait du coup les arrêter, ça serait un non-sens? Moi, j'ai déjà dit que la zone à faible émission, je ne trouve pas que ce soit le meilleur outil possible contre la lutte contre la pollution. Mais là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que on parle de supprimer les ZFE, on ne parle pas de les remplacer. Donc ça veut dire que 40 000 morts par an, selon les chiffres de Santé publique France, 40 000 morts prématurées par an en raison des questions de pollution, ce n'est pas un enjeu pour ceux qui suppriment la ZFE sans proposer de solution aujourd'hui. Moi, je suis plutôt pour qu'on trouve d'autres solutions que celle-là, parce que je suis d'accord sur l'analyse qu'effectivement qu'elle pose des problématiques sociales, qu'elle n'est pas forcément le meilleur outil, mais il faut quand même dire qu'il y a une urgence à traiter ce problème. 40 000 morts, c'est pas anecdotique. Et là, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que mais c'est un peu comme souvent sur les questions climatiques ou environnementales ou en termes de pollution, c'est qu'en fait, derrière le discours qui consiste à dire on pourrait faire mieux, on pourrait faire moins bien, c'est surtout en fait on fera pas. Slim. Le problème de la ZFE, c'est que malheureusement c'est une mesure qui a été échafaudée pour répondre à la condamnation de la France pour inaction climatique. Par l'Union européenne. Par l'Union européenne et par le Conseil d'État. L'État a trouvé cette formule de la ZFE pour régler un problème de nature judiciaire, puisqu'il y avait une condamnation avec des amendes qui étaient relativement lourdes pour le pays. Et donc on a construit cette proposition qui est technique,
qui est homogène sur l'ensemble des villes, quelles que soient les villes. Voilà, c'est une application identique, quelle que soit la taille de la ville, quelle que soit la situation, etc. Et donc, et par ailleurs, le sujet de l'acceptation sociale, il n'a pas été traité. Et donc, ce qui fait qu'on a une mesure dans laquelle s'est engouffrée l'extrême droite, s'est engouffrée la droite, pour contester La droite qu'il avait voté à l'époque. La droite qu'il avait voté à l'époque, pour contester la mesure. Aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup le gouvernement défendre les ZFE. Et donc, on est dans une situation où ce sujet n'a pas été compris par les principaux intéressés, parce que pas d'alternative. Et le sujet de l'acceptation sociale, de la façon de réguler les voitures les plus anciennes et les plus polluantes dans les villes n'a pas été traité à la bonne mesure et au bon niveau. C'est-à-dire comment on fait pour accompagner, quel accompagnement on a. Et tous les accompagnements qui ont été faits à Lyon, à Marseille, il y a eu des accompagnements, des mesures sociales qui ont été... Mais sans les moyens. Et qui ont été des échecs, globalement. Mais parce qu'il n'y a pas de moyens, parce que l'État s'est désintéressé de ce sujet-là, de la façon dont comment on accompagne, pas les collectivités toutes seules, avec les moyens qu'elles ont, qui vont pouvoir accompagner des centaines de milliers de personnes pour pouvoir pour les évincer des cœurs de métropole. Ça, c'est un vrai sujet. Et donc sur la ZFE, c'est une mesure techno, en fait, qui a pas été préparée, pas été concertée, et aujourd'hui qui est en échec. Après, en chèque, elle est assez efficace. Hein. Pour le coup, là, ce qu'a rappelé le gouvernement en commission, c'est que dans les ZFE qui ont été mis en place à Lyon et à Paris, on a 30% d'émissions de particules fines en moins. Mais c'est en lien avec ça? C'est en lien direct avec la ZFE ou c'est en lien direct avec les travaux? On ne peut plus rouler, on ne peut plus rentrer en voiture à l'intérieur. Ça fait pas 3-4 ans qu'on a des travaux. Hein. Bah si, ça fait 3-4 ans qu'on a des travaux déjà. Et ça fait déjà un bon problème. Et si c'est le cas, en tout cas, ça prouve que ces embouteillages ne créent pas de problème de pollution. Tu nous parlais des 40 000 morts en France. Est-ce que c'est les 40 000 morts en centre-ville de Lyon, centre-ville de Paris, etc. Il y a 40 000 morts qui sont liés à la pollution. Il faut penser aussi à la vallée de la chimie. Je pense que les morts, on en a peut-être, si on doit calculer par les problèmes de poumons sur Vénissieux, je pense qu'on est plus impacté qu'un habitant d'un bobo lyonnais en centre-ville ici. Donc nous, on a la vallée de la chimie. On a les chaufferies à bois hyper polluantes, comme les dernières études ont donné, et elles sont toutes situées là. Il y a eu tu nous parlais de la Pardieu et de tous les travaux. Pourquoi ils ne nous ont pas mis une chaufferie à bois à la Pardieu? Pourquoi ils nous les ont mis à Vénissieux? Pourquoi ils nous les mettent à Vaux-en-Velin? Pourquoi ils nous les mettent à Givors? Parce que c'est super polluant pour la population. Les 40 000 morts, on les retrouve dans la vallée de la chimie. On les retrouve près de ces périphériques, de ces autoroutes qui passent au milieu de nos villes, nous. Donc Lyon, on n'a pas de chance, il se retrouve aussi avec une autoroute au milieu. Mais quand on prend dans les endroits les plus pauvres, c'est les populations les plus précaires qui reçoivent le plus. Et les voitures, les ZFE, c'est en centre-ville. Mais il faut voir les voitures qui roulent sur Vénissieux. C'est une catastrophe. Elles sont en dehors. Nous, on avait une règle, je crois que c'est un contrôle technique. Le contrôle technique sur la pollution, il suffit simplement de l'augmenter. Et on peut éliminer des voitures. Il ne faut pas regarder sur le nombre d'années, en 1991 ou je ne sais pas quoi. Il faut regarder la voiture comme elle peut polluer. Il suffit simplement d'augmenter ces tests lors des contrôles techniques. On se débarrasse des moitiés des voitures qui créent le plus de problèmes. Mais le plus gros problème, c'est la vallée de la chimie, les chaufferies à bois, les rejets toxiques des entreprises. Et ça ne se passe pas dans les centres-villes. Alexandra. Je crois qu'on a tous perdu la mesure du bon sens. Sur ce sujet comme sur d'autres, la ZFE, son problème, c'est quoi? C'est ce que tu disais, ça a été pondu par des grands technocrates. Alors c'est vrai que dans le principe, c'est super, on se dit c'est génial, c'est vrai, il y a de la pollution, il y a des morts, on va faire des zones à faible émission, on va réduire on va renouveler le parc automobile en interdisant, en mettant des critères en place, etc. Sauf que c'est pas du tout applicable dans la réalité. En plus, on se fixe des calendriers complètement surréalistes et on fait tous semblant de ne pas se rendre compte qu'on va dans le mur en klaxonnant. Et donc, 2 ans avant, on se dit « il y a des gens qui vont plus pouvoir rouler et qu'est-ce qu'on va faire ?» On n'a pas de solution parce qu'on fait plus de métro, on fait plus de grands plans de mobilité, etc. Qu'est-ce qui se passe à Lyon? À Lyon, il y a quand même l'ATMO, qui est l'agence qui mesure la qualité de l'air à Lyon, qui a fait des études et qui a annoncé que la qualité de l'air s'améliorait depuis 2015. 2015, c'est bien avant l'application de la ZFE. Pourquoi? Parce que simplement, on oublie, mais
les constructeurs automobiles, ça fait des années qu'on leur applique des contraintes au niveau européen pour améliorer la qualité de leur moteur, ce qu'ils ont fait. Tout ça prend du temps, mais on est aussi en train de voir les fruits de ça. Donc aujourd'hui, il y avait une vidéo hyper virale d'un monsieur qui était dans dans un centre justement de contrôle technique, qui faisait le contrôle visuellement en mettant sa sonde à la sortie d'un pot d'échappement d'un véhicule soi-disant qui ne pouvait plus circuler dans la ZFE, alors que le truc n'était plus polluant et respectait pleinement les critères. Donc encore une fois, on est en train de créer des usines à gaz, et en France, on est très fort pour ça. Mais résultat, on parle tout le temps des familles les plus défavorisées, enfin même la classe moyenne. La classe moyenne, aujourd'hui, elle n'a pas les moyens de racheter un véhicule neuf, essence ou encore moins électrique. Enfin, vous avez vu le prix des voitures. Qui peut se permettre de racheter une voiture neuve aujourd'hui? Et en plus, on a fait exploser le parc des voitures d'occasion, puisque de fait, tous ceux qui ont une voiture aujourd'hui, elle vaut plus rien, elle vaut zéro. Il faut racheter des voitures. Donc on a encore une fois chambouler le marché. Donc c'est sûr que moi j'espère que ces mesures elles vont marcher, j'espère qu'on va faire machine arrière, non pas qu'il n'y ait pas de sensibilité sur la qualité de l'air. Encore une fois, tout le monde veut une ville apaisée, tout le monde veut une qualité de l'air. Enfin je veux dire, qui va vous dire ah ben non, moi ça me va bien vivre dans la pollution, ça me gêne pas, ça ne pose pas de problème. Soyons sérieux, est-ce qu'on peut remettre de la qualité dans le débat? Est-ce qu'on peut parler des mêmes études, J'attends vos solutions tout à l'heure. Mais alors moi, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas ingénieur de la qualité de l'air, mais enfin bon, excusez-moi, mais là, les solutions, elles sont opérantes. La solution, c'est de dire, en fait, on vous contraint et puis débrouillez-vous. On empêche des gens, enfin, je veux dire, ça n'amuse personne. Habiter à Rieux-la-Pape pour faire le tour du périphérique pour aller à Saint-Fond pour bosser, enfin, je veux dire, vous faites quoi concrètement? En fait, le problème de la politique, c'est souvent choisir entre des solutions qui n'ont jamais rien d'idéal. Et quand on a un problème, sinon les problèmes se régleraient d'eux-mêmes. Donc il y a des problématiques de pollution. Je suis d'accord avec vous, ce que vous dites sur les chaufferies à bois, ce que vous dites sur les pollutions des usines. Mais en fait, derrière, il y a chaque fois d'autres problèmes. C'est-à-dire que est-ce qu'on veut des usines qui soient en dehors des villes, donc créer des villes à la campagne, donc recréer des problématiques d'étalement urbain. Non, mais les chaufferies à bois, on est en train de revenir dessus. Est-ce qu'on veut que les gens n'habitent pas à côté de leur lieu de travail? D'ailleurs, les écolos sont revenus sur la chaufferie à bois qu'ils voulaient implanter à Francheville, parce qu'eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils étaient en train de faire une énorme bêtise. Donc du coup, ils ont changé d'énergie. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut mettre des gens sérieux aux manettes? C'est tout simplement. Le financement pourrait le mettre aussi pour baisser la pollution industrielle qui est la plus importante, nous, dans notre coin. Mais après... Elle baisse énormément, mais après, elle a surtout baissé parce qu'on l'a exporté, la pollution industrielle, en Chine, et qu'aujourd'hui, on se pose la question plutôt de la faire revenir. La chimie, moi, je ne l'ai pas vu exporter. Je l'ai en face de chez moi et ça crache toujours autant. Ce matin, en partant, c'était tout noir. Et on revient après avec les aides de la métropole pour faire baisser, etc. Il y a une des aides que j'ai vues et qu'il y a énormément de mes amis qui ont tous les moyens, qu'ils ont eu sans aucun problème, c'est 2 000 € pour un vélo électrique. Il suffisait de donner son numéro SIRET en tant que professionnel. Moi, j'ai plusieurs amis qui l'ont fait et on se retrouvait avec un vélo électrique. C'est pas pour autant qu'on s'est débarrassé de nos gros 4x4, mais on a un vélo électrique. Et ça a été multiplié par des centaines de grands Lyonnais. Ils ont vite arrêté. Ils ont vite arrêté, mais ça suffisamment pour que tous mes amis, ils ont un vélo électrique qui a été payé par la métropole et ils ont tous leur 4x4. Donc cette arnaque-là, les pauvres, ils n'ont pas profité. Les 2 000 €, ça les aurait peut-être aidés pour avoir une autre voiture plutôt que ces histoires. Ceux qui ont profité, c'est leur clientèle à eux. C'est les bobos de centre-ville qui ont pu s'acheter leur joli vélo électrique pour faire le tour du lac d'Annecy. Et puis regardez, parce que vos amis sont tous des bobos de centre-ville. Ah oui, ils sont pétés de thunes. Ah, ça, on ne va même pas rigoler là-dessus. Parce qu'ils ne vont pas vivre au Maguette dès qu'ils ont fini leurs études et qu'ils ont continué. Ils viennent vivre dans l'ouest lyonnais ou dans les centres-villes. C'est des gens, c'est naturel. Alexandra, juste pour l'anecdote, mais finalement, regardez l'aberration à laquelle on arrive. La ville, elle fait tout pour sortir les SUV, parce que les SUV, c'est les grands méchants, et il faut pas qu'on n'a plus le droit d'avoir de 4x4, c'est pas bien. Mais les SUV neufs, ils sont moins polluants que les voitures qu'on exclut du centre-ville. Et on a construit un centre-ville à Confluence, regardez, les entrées et sorties d'immeubles pour les garages, vous ne pouvez pas manœuvrer, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Tout est fait pour des mini-voitures. Donc en fait, vous avez des trottoirs géantissimes qui sont faits pour les SUV, puisque c'est les seuls qui peuvent manœuvrer, tourner et ne pas se payer les trottoirs. Les petites voitures qui sont moins polluantes, soi-disant, finalement, c'est elles, encore une fois, qui sont impactées. Donc encore une fois, en fait, on ne fait les choses sans bon sens. Il faut remettre des professionnels, des gens qui sont compétents aux manettes pour penser ces sujets et arrêter de faire des mesures avec des espèces de correctifs. Les ZFE, c'est pas les écologistes qui l'ont mis en place. C'est pas une question de chez. Ça a été voté. Des écologistes. Ce que vous dites, il y a le calendrier, etc. La loi sur la ZFE, elle a été votée
voté il y a une bonne dizaine d'années. Donc on Oui, avait enfin, tout le temps... à la métropole, on a accéléré le calendrier et on est allé final, plus loin non. Au et on a final, voulu non. mettre C'était des critères. alors pour le coup, c'était Revenir en la arrière. promesse de campagne, c'était d'accélérer le calendrier, ils ne l'ont pas Mais fait. par contre, ça les arrange bien que la ZFE, elle saute. Hein. Parce que moi, je vois les c'est clair. communistes qui ont voté pour, je vois le maire de Villeurbanne, socialiste, qui a voté pour, qui aujourd'hui prennent la une des journaux pour dire la ZFE, c'est nul, je ne mettrai pas d'amende, etc. Et Les même communistes sont Bruno allés Bernard a dit mentir. récemment que ce n'était pas un totem d'annuler le critère 2. Mais c'est une mesure qui est difficile et qui n'est pas parfaite. Pour revenir, les Qu'est-ce qu'on communistes propose de sont même- meilleur? Ils sont même allés mentir, envoyer une lettre à tous les élus en leur disant qu'ils ont voté contre, alors que je suis allé vérifier, ils se sont abstenus. Ils sont capables de mentir sur leur propre vote pour dire à quel point ils en avaient honte. Allez, je vous propose de terminer rapidement sur notre troisième sujet du jour, parce que vous avez été très bavard. Il concerne les coupes budgétaires qu'on attend toujours du côté de la ville de Lyon. À la métropole, c'est emballé, pesé, voté, mais Grégory Doucet, lui, il veut jouer la montre. Les 10 millions d'euros d'économies qu'il doit trouver n'ont pas été discutés ce jeudi en conseil municipal. Les Verts se donnent jusqu'à cet été pour réfléchir encore. On a déjà évoqué ici autour de la table quelques pistes de travail, comme la suppression du feu d'artifice du 14 juillet, la baisse de subventions culturelles et sportives. Alors, est-ce que Grégory Doucet a raison d'attendre le montant précis réclamé par l'État pour ne ponctionner que ce qu'il doit, ou bien est-ce qu'il empêche de nombreuses structures de préparer l'avenir? Mais non, Alexandre. excuse-moi. Farid. Je t'en prie. En fait, il veut que ça sorte durant l'été. Il veut ponctionner durant l'été pendant qu'il n'y a personne. C'est comme Bruno Bernard avec quand il modifie la carte scolaire sur Vénissieux et qu'il ne le met pas en séance publique et qui dit « Oh non, mais il manquait une virgule dans la loi, on va le faire en commission, entre nous, etc. » Dès qu'ils ont honte, dès que c'est quelque chose qui va leur porter préjudice à un an des élections, ils le font en catimini. Là, leur catimini, pour eux, c'est durant l'été. C'est tout, voilà. J'ai été rapide. Alexandre. Non, juste pour peut-être rappeler la règle. Normalement, les collectivités, elles votent leur budget primitif, c'est-à-dire elles le votent un an avant, enfin, elles le votent pour l'année à venir, et elles peuvent le voter entre la fin d'année précédente et elles ont jusque mi-avril de l'année en cours pour voter leur budget. Le budget des collectivités locales, il doit être à l'équilibre. Contrairement à l'État qui a le droit d'avoir des déficits, les collectivités locales, elles doivent être à l'équilibre. Comment on travaille des budgets ? Simplement, on fait des scénarios, c'est-à-dire que les directions des finances de toutes les collectivités, elles travaillent avec des scénarios selon l'impact de la loi de finances et elles regardent effectivement comment les dépenses, les recettes, la baisse des DMTO, la baisse de recettes de l'État, comment ça impacte le budget des collectivités locales. Donc normalement, à cette date, la ville, elle sait exactement l'impact qu'elle va avoir, à quelques ajustements près. C'est la raison pour laquelle on peut faire des ajustements en cours d'année. Donc, je rejoins un peu Farid, on sent que la tentation, c'est peut-être d'essayer de passer la douloureuse pendant l'été, et en se disant, c'est après les vacances, tout le monde aura oublié. Je ne suis pas sûre que ce soit un très bon calcul. Je pense que quand on a des décisions difficiles à prendre, il faut les prendre le plus tôt possible, ne serait-ce que pour avoir un peu de sérénité dans l'application des budgets, parce que pour les services, ça va être, je pense, ils vont s'arracher les cheveux. Slim. Bon, il n'y a rien qui justifie ce décalage. Eux, ils expliquent qu'ils attendent de savoir précisément combien l'État va les ponctionner. Non, mais très franchement, là, j'ai du mal à suivre. Rien ne justifie d'attendre, on le sait, ce que l'État va ponctionner. D'ailleurs, il y a beaucoup de collectivités. Il y a eu deux scénarios possibles. Le projet de loi de finances Barnier et ensuite le projet de loi de finances Bayrou. La plupart des collectivités ont commencé à travailler les budgets à partir de l'automne, sur la base des prévisions du projet de loi Barnier, qui était plus raide pour les collectivités. C'est une ponction de 5 milliards au total. Bayrou, c'est 2 milliards. Les collectivités, quand elles ont préparé les scénarios, il y a beaucoup de collectivités qui ont voté leur budget sur la base des scénarios Barnier. Parce qu'il faut bien préparer l'année, il faut bien préparer l'avenir. Et ensuite, il y a des rectifications en cours d'année qui sont toujours possibles. Il y a des décisions modificatives du budget. Et puis par ailleurs, si les prévisions sont plus optimistes, compte tenu du fait que c'est Bayrou, la loi de finances Bayrou, qui est effectivement moins sévère pour les collectivités, s'il y a une bonne surprise, ils prendront les bonnes surprises. Mais aujourd'hui, la ville de Lyon, aucune raison objective ne permet de se satisfaire que le budget voté là, hier n'intègre pas les prévisions de la loi de finances. Il n'y a rien qui le justifie. Donc, soit il y a des sujets politiques qui ne sont pas traités, c'est-à-dire des arbitrages, des discussions qui sont en cours avec des structures associatives, des acteurs, etc., et des discussions qui traînent en longueur et qui sont difficiles à prendre, et qu'il y a des concertations qui doivent être menées, et il faut les mener avec
il faut qu'elle soit de bonne qualité pour pouvoir aboutir à des décisions, ça c'est possible. Et là, je peux comprendre, mais techniquement, rien ne justifie qu'il y ait ce décalage. Raphaël ? Je partage assez l'analyse. Je pense effectivement qu'il y a des arbitrages qui ne sont pas faits et qui veulent prendre du temps de concertation, mais c'est vrai qu'en matière budgétaire, l'incertitude, c'est jamais très bon et qu'il vaut mieux voter un budget prudent Voilà. et puis dire en cours de route, finalement, c'est un peu mieux. On remet un peu d'argent sur des projets pour les accélérer. Parce que quand on au moins en tout cas nous dire aujourd'hui quels seraient les arbitrages qui seraient faits dans 6 mois, parce que même si les messages qui sont portés par Audrey Hénoc qui sont quand même rassurants vis-à-vis des différents acteurs, je ne pense pas qu'il y ait des acteurs qui tremblent à se dire on va perdre leur subvention là en cours de route, mais que l'incertitude est jamais bonne. Alors, s'ils nous disent aujourd'hui, si jamais on a une mauvaise surprise, on ne fera pas le feu d'artifice du 14 juillet, il n'y a pas d'acteur qui a prévu son business plan de l'année en fonction d'un feu d'artifice. Donc nous donner au moins quel type d'arbitrage serait fait. Est-ce que c'est l'endettement ? Ils ont annoncé qu'ils avaient un endettement qui était nettement inférieur aux grandes villes. Ils ont annoncé qu'ils avaient une taxe foncière qui était inférieure aux grandes villes de plus de 100 000 habitants. Donc voilà, on peut annoncer que en cas de problème, c'est sur ces leviers qu'on jouera. D'autant que ce qui est quand même étonnant, juste pour rajouter ça, c'est que les dépenses de fonctionnement sont en augmentation de près de 11%, il me semble, sachant que du coup, quand on sait qu'on va devoir faire des économies supplémentaires et que le contexte il est compliqué, généralement, on évite de rajouter des dépenses en matière de fonctionnement et de recrutement. Et puis, un élément qu'on n'a pas cité, mais qui m'a paru intéressant, Nathalie Perrin-Gilbert a proposé que les recettes qui ont été générées par les surtaxes sur le stationnement payant ville de Lyon, vous savez qu'il y a les fameuses voitures Lapi maintenant qui sillonnent, qui se font plaisir dans toute la ville pour mettre des prunes, comme on dit. On générait tellement de recettes, je crois qu'il y a un excédent de 3,5 millions d'euros. Et elle a proposé que cet argent soit utilisé comme fonds d'indemnisation pour les commerces indépendants du centre-ville. J'ai entendu personne réagir sur cette mesure, qui, moi, me semble être enfin un peu. La réponse, c'est que ça dépendrait plutôt de la région, le soutien aux commerçants. Oui, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un faux problème. Ça, c'est pas vrai du tout. La ville comme la métropole ont les moyens pour faire voter un fonds d'indemnisation sur les grands travaux. Je parie que les associations sur le vélo et ceux qui font des câlins à des arbres, ils vont rien perdre du tout. On verra pour le reste. Le mot de la fin, Slim ? Non, mais sur le budget, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi il y a cette décision de différer. Ça, c'est pas compréhensible. Je pense que les arbitrages, quand on regarde l'architecture du budget telle qu'elle a été présentée hier, honnêtement, j'ai le sentiment qu'ils ont plutôt été faits parce qu'il y a une baisse de l'investissement de près de 20 millions d'euros quasiment. Donc en fait, les arbitrages, ils sont quasi là. Si on peut lire le scénario qui se profile dans les prochains mois, c'est-à-dire la décision modificative où ils ont intégré les prévisions du budget de l'État, il n'y aura pas beaucoup de surprises. Par ailleurs, sur le fonctionnement, effectivement, il y a des hausses, mais il y a aussi des acteurs qui bénéficient de ces hausses, notamment le milieu culturel, et ça c'est plutôt une bonne chose. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se dit à la semaine prochaine.